Merci d'être venu aujourd'hui, après le repas, donc pour cette conférence autour des enchères immobilières. C'est vrai que ce sujet, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'évoquer. En 2015, si mon souvenir est bon, quelqu'un qui s'appelle Hervé Parent avait écrit dans le journal de l'agence un article intitulé « Les enchères immobilières arrivent en France ». 2015, attention, donc, comme si un bouleversement se préparait. Donc on est très heureux aujourd'hui d'avoir un peu des retours d'expérience de différents acteurs sur ce bouleversement ou pas et les conditions un petit peu de l'émergence de ces enchères immobilières, les différentes typologies qu'il peut y avoir de manières de faire de la vente aux enchères, parce que c'est extrêmement varié. Mais avant ça, un petit point rapide sur, spontanément, quand on parle d'enchères, on évoque mentalement différents sujets, différents enjeux, et il y a deux grands registres qui, moi, m'interpelle. Le premier, enchères, c'est le registre émotionnel, où on voit Drouot, on voit les salles d'art de vente aux enchères, avec ces espèces de salles un peu comme celle-là, très feutrées, rouges, avec des gens dont on ne connaît pas très bien les codes, qui échangent des produits très chers. Donc un monde assez inaccessible. Et puis ce monde, c'est un petit peu démocratisé avec le digital, avec l'arrivée d'eBay et d'autres sites qui se sont focalisés sur le principe de la vente aux enchères plutôt marketée. Et avec là l'idée non plus d'un milieu inaccessible, mais un milieu très accessible, au contraire, avec l'idée de la bonne affaire derrière. Donc il y a ces deux registres-là qui mentalement sont associés aux enchères. Et puis il y a le registre plutôt rationnel, qui est l'idée un peu économique que c'est le fantasme un petit peu d'Adam Smith, avec cette main invisible qui marcherait très bien, des acheteurs et des vendeurs qui se retrouveraient à un moment donné, à un endroit donné, pour définir le prix de marché idéal, celui qui rencontre le willingness to pay des deux. Donc pour évoquer aujourd'hui l'état des enchères en France et à l'international, je vais vous passer la parole chacun à votre tour, et je vais vous demander d'une part de vous présenter, de savoir ce que vous faites exactement et quelle typologie d'enchères vous maîtrisez et vous connaissez, pour ensuite faire un bilan d'expérience. On va commencer peut-être tout de suite par monsieur Frédéric Violo, donc vous êtes de l'Institut notarial du droit immobilier. Oui, bonjour à tous. Donc, Frédéric Violo, je suis notaire à Caen et membre de l'Institut notarial du droit immobilier. La notion d'enchère doit déjà peut-être être un petit peu reprécisée parce que juridiquement, ça a un sens bien précis, une enchère, et un dispositif d'enchère doit normalement aboutir à ce qu'un acquéreur, celui qui fera l'offre la plus forte, devienne propriétaire. Une enchère, ça fonctionne comme ça. Les dispositifs qui sont mis en place et qu'on a mis en place dans le notariat sont différents, puisqu'en fait il s'agit davantage de recueillir la meilleure proposition. Ce que je veux dire, c'est que le vendeur qui nous a mandaté pour utiliser ce dispositif ne sera pas tenu forcément de retenir la proposition qui aura été la plus élevée. Il peut très bien choisir une proposition moindre parce que les conditions qui tournent autour de cette proposition sont plus sécurisantes pour lui. Donc il faut déjà peut-être bien comprendre qu'on n'est pas dans un système où celui qui lève la main dernier est l'acquéreur systématique. C'est pas de l'adjudication. C'est pas de l'adjudication. En fait, quand on parle d'enchères, c'est intéressant parce que ça permet d'évoquer au plus grand nombre un petit peu la façon dont ça fonctionne. Donc on comprend bien quand même que l'objectif, c'est de faire monter des offres. Ça, c'est assez clair pour tout le monde. Donc la notion d'enchère est parlante. Mais si on creuse un petit peu, c'est différent. On est en réalité dans un cadre précontractuel. Les dispositifs d'enchères en ligne, enchères entre guillemets encore, vont avoir pour objectif de proposer au vendeur un certain nombre d'offres d'achat, et il va faire son choix derrière. Et une fois que son choix sera fait, on va revenir à un système de vente immobilière qui va être un système classique. On a donc une étape précontractuelle qui est ce dispositif d'offres sur Internet, et puis ensuite on va rentrer dans un cadre un petit peu plus classique, avec une promesse de vente et puis une vente qui se débouclera quelques semaines plus tard. D'accord, donc pour bien comprendre, c'est juste le système d'ajustement entre l'offre et la demande encadré par deux niveaux légaux. Absolument, absolument. D'accord, sachant qu'effectivement, c'est pas le dernier, je peux être extrêmement frustré parce que je vous ai proposé d'acheter la maison à 300 000 € et en fait vous allez décider en tant que propriétaire de prendre celle à 280. Absolument, le vendeur dispose tout à la fois de la sécurité du dispositif parce que c'est une méthode qui est extrêmement cadrée, donc elle est cadrée à différents degrés dans sa procédure elle-même, hein, les choses sont parfaitement
cadré. Au niveau également de la manière dont le dossier va être constitué, on va présenter le dossier pour que l'acquéreur potentiel dispose de l'ensemble des informations dès le stade de la visite du bien et dès le stade, évidemment, a fortiori des enchères, entre guillemets, qu'il aura à faire par la suite. Là encore, pour aboutir à ce que dans la promesse de vente et dans la vente qui suivront, finalement, ils n'apprennent rien, puisque c'est comme ça qu'on sécurise les choses. On les cadre également dans le temps, puisque le dispositif aboutit à une conclusion de promesse de vente sous des délais qui sont très rapides. Mais il ne s'agit que d'un processus de sélection d'acquéreurs. Voilà. D'accord. Et donc ces ventes aux enchères, on va voir différents sites internet et options qui sont proposées. Elles sont toujours encadrées par des notaires ou pas ? Non, enfin, les notaires vont intervenir évidemment dans la rédaction de la promesse de vente et dans la vente définitive, pour des raisons qu'on connaît tous. Après, mais le coup de marteau n'est pas forcément... Voilà, on a autour de cette table ici des gens qui vont proposer des outils très comparables aux nôtres. Donc c'est un processus préalable. À partir de là, en tant que processus préalable, tout le monde peut s'y essayer, avec un succès qui reste à démontrer peut-être, mais ça, tout le monde peut le faire. Très bien, merci beaucoup. Cyril Cabaret, donc vous avez... expliquez-nous un petit peu les rapports que vous avez avec les notaires et quelle est la manière que vous avez de travailler sur ces enchères immobilières. Alors bonjour à tous, donc Cyril Cabaret, moi effectivement j'interviens donc je travaille chez Imonote, le site connu, et nous proposons un service de vente d'enchères en ligne similaire à ce qui est proposé ici par Monsieur Violot. Alors là, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, hein, c'est absolument comme ça que ça fonctionne. Alors le notaire, oui, est important dans le dispositif pour nous aussi, puisque c'est un mandat de recherche d'acquéreur qui est signé entre le notaire et le vendeur, donc c'est bien ça, hein, le dispositif permet de rechercher les acquéreurs, de permettre entre eux ensuite une émulation pour essayer d'obtenir le prix le plus important. Mais en revanche, effectivement, dans l'évaluation d'un dossier ensuite, ce qui est retenu, c'est pas uniquement l'offre elle-même, mais c'est le plan de financement qui accompagne, parce qu'il ne s'agirait pas de choisir un acheteur qui aurait besoin d'un financement bancaire qui ne serait pas garanti, par exemple, et éventuellement, on va choisir une deuxième ou une troisième enchère. Donc je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Le dispositif 36 heures IMO, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle chez Imonote, comprend, alors nous on propose différents, alors soit le notaire est complètement en charge de la vente et finalement on ne met à disposition que la salle des ventes elle-même pour permettre justement de recueillir des offres d'acquéreurs, et puis on propose également un service d'assistance complète où là il y a tout le travail, parce que dans le cas d'une enchère en ligne, il faut quand même faire tout le travail d'intermédiation classique d'une vente immobilière, c'est-à-dire qu'il faut quand même communiquer sur le bien, il faut le mettre en valeur, il faut organiser des visites. Donc ça c'est le travail des négociateurs. Tout à fait. Donc les négociateurs de l'étude notariale quand c'est fait en charge, ou dans le cas d'Imonote, on réalise aussi pour le compte du notaire cette activité-là. Donc il y a encore tout ce travail à faire d'intermédiation qui est absolument nécessaire pour réaliser une vente aux enchères. Ce que vous disiez en introduction tout à l'heure sur l'idée qu'on pourrait juste mettre des biens en ligne et puis que les offres se feraient seules, ça me paraît assez peu probable, c'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'intermédiation pour permettre ça. Donc nous réalisons ce travail à la fois de communication, de mise en valeur du bien. Alors tout ça se fait dans le cadre de mandats exclusifs, parce que la particularité des ventes aux enchères, c'est qu'on peut difficilement imaginer d'avoir un bien qui soit proposé aux enchères et à la fois en vente classique, donc ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est le point de départ même Excusez-moi, ça n'a pas de sens simultanément, mais est-ce que ça aurait du sens de faire un processus de test, c'est-à-dire une vente entre guillemets normale, et à un moment donné, on voit que ça ne marche pas forcément, ou pour toute autre raison, on passe sur un modèle enchère. Est-ce que ça existe, ça ? Alors oui, dans les biens qui sont parfois proposés par soit des notaires, soit par des vendeurs, le bien peut avoir déjà été mis en vente dans d'autres conditions, et puis on se retrouve dans la situation où il n'y a pas eu d'offre formulée, et donc on se dit mais qu'est-ce que je peux faire pour accélérer la vente, parce que le principe de l'enchère, quand on est vendeur, il y a plusieurs cas de figure dans lesquels c'est pertinent. Alors c'est pertinent quand on est dans une zone très attractive, c'est-à-dire où on sait qu'on va pouvoir avoir plusieurs acquéreurs au même moment sur ce bien. Donc là en fait la toute première question qu'il faut se poser, d'ailleurs quand on est vendeur d'un bien immobilier, c'est de se dire est-ce que je pense que je peux avoir plusieurs acquéreurs au même moment sur ce bien. Si c'est le cas, alors il ne faut pas se poser de questions, il faut faire une enchère, puisque finalement c'est la meilleure façon de confronter l'offre et la demande et d'en tirer entre guillemets le meilleur prix. Donc ça c'est le tout premier point. Il y a un deuxième point qui est quand les gens sont pressés. En général, on souhaite vendre rapidement un bien pour des raisons personnelles, je sais pas, un divorce, une succession, un prêt relais, il faut vendre vite. Alors là encore, le dispositif d'enchère, il a l'avantage d'être un processus court, c'est-à-dire qu'on va définir, vous le disiez, tout est cadré, c'est vrai. Ce qui est cadré, c'est le temps pendant lequel les visites du bien vont pouvoir être effectuées, généralement d'ailleurs sous la forme de visites groupées, donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Oui, ça c'est très important, parce qu'en termes d'efficacité,
le négociateur va pouvoir grouper les visites sur une période très courte. Généralement, on va organiser plusieurs jours et on est plus efficace. S'écarte un tout petit peu du sujet initial qui était pour l'instant la typologie d'enchères, et on reviendra sur les conditions d'efficacité juste après. Michel Lebras, vous maîtrisez ces enchères, mais via manifestement un site un peu original qui est propriété.com, c'est ça? Alors, et vous avez décidé d'installer un mécanisme de vente aux enchères. Qu'est-ce qui vous a motivé? Propriété privée, c'est propriétéprivée.com, c'est le 4e réseau de négociateurs français. Il y a 1300 négociateurs immobiliers, j'en suis le président. Ça fait partie du groupe Orix dans lequel il y a 2 autres réseaux en plus, il y a 1500 négociateurs immobiliers. Donc il y a 2 ans, et merci Fabrice, vous l'avez rappelé, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, il y a 3-4 ans effectivement, il y a 2 sociétés en France qui se sont lancées, c'était Imoxo et Auctioneo. Et c'est pour ça qu'Hervé avait fait cet article. Et là, extrapolé de la culture américaine, les gens disaient effectivement, ces deux sociétés que j'avais rencontrées à l'époque, 30% des ventes immobilières se feront à terme dans le cadre des enchères. Alors, c'est ce que tous disaient, ils en étaient en plus assez convaincus. La réalité, ça paraissait, pour nous qui connaissons un peu le marché, ça paraît effectivement, c'est pas le cas, et on est là pour je suis là pour en témoigner, notamment parce que la culture française a une autre approche par rapport à la culture anglo-saxonne, par rapport aux enchères, et par rapport à la manipulation de l'argent, notamment sur un bien immobilier qui est un élément hyper important dans la vie des gens. Mais on y a cru, et en fait, à partir de ce moment-là, on a fait un développement et j'ai souhaité qu'on internalise ce produit, donc non pas pour réaliser 30% de nos ventes à travers les enchères, mais pour donner un outil supplémentaire à nos négociateurs pour pouvoir travailler les biens. D'accord ? Et ce qu'il faut voir, donc maintenant on a développé ce site qui est internalisé dans notre groupe, il faut voir que c'est extrêmement fin commercialement. Vous l'avez rappelé, il y a un cadre juridique, c'est le cadre de la loi Hoguet, en fait c'est un accélérateur, c'est ça, c'est Adam Smith, c'est la main invisible qui accélère, on va dire. Mais c'est extrêmement fin commercialement parce qu'il y a énormément de choses trappes dans lesquelles le client peut tomber et le négociateur peut tomber avec. Je vais vous donner un seul chiffre. En fait, moins de 30% des ventes se réalisent dans le cadre de l'enchère. Ça, vous allez me dire, c'est-à-dire que sur 10 mandats que nous avons et qui passent en enchère, il n'y en a que 3 qui se réalisent dans le cadre de la procédure d'enchère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens ne sont pas prêts à baisser leur prix. Généralement, c'est pour des biens qui sont sur le marché depuis longtemps. Mais l'autre chiffre, c'est qu'en fait, pas 70%, mais 50 autres % se réalisent dans les mois suivants, dans les 3 à 6 mois suivants. Pourquoi ? L'enchère, ça nous sert de déclencheur pour le client, pour assimiler la véritable valeur de son bien, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue financier. Voilà, donc c'est cet accélérateur. Et c'est extrêmement fin commercialement à manipuler. L'idée, c'est éduquer l'acheteur à la valeur du bien. C'est un outil d'éducation presque. Exactement, commercialement, c'est exactement ça. Et évidemment, ça nécessite d'être assez fin et d'avoir une très bonne relation avec son client, dans la mesure où vous savez que dans 7 cas sur 10, vous n'allez pas réaliser l'enchère à la suite, je parle bien du processus stricto sensu d'enchère. Donc il faut garder la confiance du client. Et c'est là que, effectivement, commercialement, c'est fin. Donc nous on en a fait plusieurs centaines, on a des réussites, on a fait un groupe pour améliorer le processus commercial et les stratégies commerciales autour de l'enchère. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les gens qui ont une appétence commerciale. Ok, donc là effectivement on a vu trois formats d'enchères qui sont des enchères que j'allais dire entre guillemets classiques, c'est-à-dire on a un prix de réserve, on a un prix d'affichage et puis on va attendre que les acheteurs potentiels renchérissent et on va attendre 24 heures dans un cas, 36 heures dans l'autre et donc le process d'accélération, on en parlera peut-être tout à l'heure un petit peu, que tout se fait un petit peu au dernier moment avec la frénésie de la gamisation presque de gamification du processus d'achat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ces enchères montantes, il y a aussi des enchères descendantes. Et là, je me tourne vers Alexandre Otio, voilà, qui a eu un positionnement marketing original en disant, ben voilà, nous on va faire descendre les prix d'achat. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc nous, on a les 2 systèmes d'enchères. On appelle vraiment enchère immobilière en ligne, qui est totalement différent de la vente aux enchères, parce que c'est une profession réglementée par les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs. On n'a aucunement droit de parler de vente aux enchères classique comme on le fait aujourd'hui. Et on a décidé de prendre le pas de l'enchère dégressive, ou dite de la vente au cadran. Parce que comme disait très bien Michel Lebras, en France, on a une autre psychologie que le marché anglo-saxon.
on n'est pas prêt à baisser son prix en tant que vendeur. Sauf que les acheteurs vont, dans 95% des cas, négocier à la baisse. Nous, on va aller chercher un prix fort, de base, comme on le fait dans la vente au cadran pour la vente de fleurs, par exemple. Et ce prix va diminuer toutes les 30 secondes et permettre justement aux acheteurs, qui sont tous mis en concurrence de manière anonyme en même temps, de proposer une seule et unique offre en direct live pour derrière obtenir le meilleur prix, mais à la baisse, tout en ayant cette volonté de gagner de l'argent. Et pour le coup, ça marche très bien, en tout cas. Les propriétaires adhèrent à cette idée Pour le coup, de voir leur prix justement baisser au fur et à mesure et de se ronger les ongles en continu. Je vais vous donner un exemple concret. On avait un corps de ferme dans la région nantaise, à une trentaine de minutes de Nantes. L'estimation du professionnel était aux alentours des 450 000 euros. Il est parti à prix de départ 510 000 euros. Frais d'agence inclus, bien entendu. Et il y avait 4 ou 5 acheteurs, je ne sais plus qui s'était positionné. Et derrière, il est parti à 510 000. Parce qu'il y a un acheteur, qui est pour le coup un marchand de biens, qui avait demandé à ce fameux professionnel oui, mais si je place par exemple mon offre à 460 et que quelqu'un au final en fait a cliqué avant moi, est-ce que je pourrais faire une contre-offre à 490 000, admettons? Enfin, non, c'est à l'enchère, vous avez une seule et unique offre, donc il faut que vous fassiez votre offre la plus forte dès le départ pour être sûr et certain de remporter. D'accord, donc ce qui n'est pas effectivement le cas qu'on a mentionné tout à l'heure, où on pouvait même avoir des offres qui étaient plus chères, des propositions qui étaient plus valorisées, et on disait non. Là, c'est le premier qui clique qui gagne. C'est le premier qui clique qui remporte. C'est comme les vraies ventes, les ventes au cadran classiques qu'on retrouve sur d'autres secteurs. D'ailleurs, Google utilise le système de la vente au cadran pour la vente de ses mots-clés via AdWords. Donc on reprend plus ou moins ce système, adapté bien entendu à l'immobilier, avec cette dégressivité toutes les 30 secondes, parce qu'une vente au cadran de fleurs en fait, dure en moyenne 14 secondes. Nous, c'est plutôt aux alentours de la vingtaine de minutes. Et au niveau des enchères progressives, on est plus sur une donc 20 minutes pour vendre un bien de 500 000 euros, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, là pour le coup, ça n'a même pas duré 20 minutes, ça a duré 10 secondes. D'accord, évidemment. Oui, en 10 secondes, on a eu la meilleure offre. Le vendeur était super content, l'acheteur, le marchand de biens était super content. Et d'ailleurs, ce marchand de biens... Mais est-ce que ça prouve pas que l'estimation initiale n'était pas forcément la bonne? Pour le coup, oui. Ça permet de repartir en fait sur cette fameuse évaluation du marché à l'instant T et d'avoir un petit peu, on va dire, un service comme à la bourse où on évalue vraiment le prix d'une action ou d'une obligation au moment précis sur lequel il est sur le marché. Et qu'on ait les deux systèmes nous permet d'avoir cette réactivité-là selon la typologie du bien, sa géolocalisation, et également la typologie du vendeur et le ciblage des acheteurs qu'on va aller faire. Et on accompagne en plus de ça l'ensemble de nos clients sur la stratégie marketing, web marketing à adopter, parce que c'est une autre méthode de vente, même si ce n'est pas de la vente à l'enchère, après ça repart dans une vente classique, pour permettre d'avoir cette réactivité du marché et l'estimation du meilleur prix. Et vous disiez tout à l'heure que vous avez donc les deux modalités d'enchères et que vous existez maintenant depuis 3 ans. Alors c'est depuis 2016. Depuis 2016, 2 ans et demi on va dire. Oui. Et aujourd'hui, c'est quoi la typologie qui fonctionne le mieux selon vous? Alors c'est vraiment localisé sur des marchés en tension plutôt. On a eu des biens dans la Creuse, forcément ça n'a pas eu grand succès malheureusement. Le cadran ne fonctionne pas dans ces cas-là, c'est ça que vous voulez dire? À la hausse ou à la baisse? Non, d'accord, mais ma question c'est, est-ce qu'il y a la hausse ou la baisse entre les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne mieux ou de toute façon on a eu plus d'enchères à la hausse, mais les enchères à la baisse ont mieux fonctionné. C'est un petit peu contre-intuitif. Oui, tout à fait, on est d'accord. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que le fait d'avoir cette dégressivité va donner aux acheteurs un nouveau pouvoir. C'est au lieu de se dire je vais rajouter de l'argent à chaque fois pour être sûr et certain d'obtenir le bien, là cette fois-ci j'ai un prix haut. Donc quand je vais aller voir mon banquier et que je vais demander de faire mon plan de financement, je vais dire voilà, le bien il est à 510 000, je vais peut-être le négocier à 480, mais vous me faites un plan de financement à 510 000. Il n'ira pas au-dessus. Donc on a vraiment cette psychologie inversée que les acheteurs en fait apprécient énormément parce qu'ils gagnent de l'argent toutes les 30 secondes au lieu d'en remettre au pot. Et même si derrière, les enchères progressives permettent aussi d'avoir une opportunité d'acquérir un bien pas cher, comme font très bien aussi les notaires. En tout cas, je sais qu'à Nantes, ça cartonne. L'IMO interactif à Nantes, je crois que c'est d'ailleurs l'une des villes où ça fonctionne le mieux. La Bretagne en général. Oui, le Grand Ouest, Grand Ouest en général est très... en tout cas, les notaires sont très demandeurs de l'IMO interactif.
Et nous, d'ailleurs, c'est tout aussi bien parce que ça permet en fait d'avoir des agents immobiliers qui viennent me voir. Bon, bah, j'en ai marre d'avoir des mandats qui me passent sous le nez à cause des notaires via l'IMO interactif. Donc voilà, nous, Mais ça reste quand même un peu étonnant parce que vous avez effectivement mentionné des expériences d'enchères qui sont toutes à la hausse. Et vous êtes en train de dire, nous on l'a testé. Effectivement, la plupart se font à la hausse, mais ce qui fonctionne vraiment, c'est à la baisse. Pourquoi est-ce que, on reviendra peut-être ça, mais pourquoi est-ce que du coup, on n'a pas des enchères généralisées à la baisse, à type cadran? Ah bah ça, après, c'est le choix du professionnel, du vendeur aussi. Et ce qui était intéressant, c'est que vous avez tous mentionné la dynamique culturelle française, le regard psychologique des Français par rapport aux enchères, par rapport aux jeux, au gambling et tout ça. Isabelle Vrillard, vous avez une vision un petit peu décentrée, avec des expériences aux États-Unis. Comment ça se passe aux États-Unis? C'est quoi le bilan aujourd'hui des enchères aux États-Unis? Est-ce que d'ailleurs, il y a les deux qui existent, descendants et montantes ou, Je me présente pour qu'on vous explique pourquoi je parle des États-Unis. Je suis consultante indépendante. J'ai la chance d'habiter en Floride depuis 5 ans. J'ai créé l'étude ImoPignon, qui est une étude française auprès des professionnels français, mais je la réalise avec un certain regard, un certain recul sur l'immobilier, puisque depuis 5 ans, j'épluche l'actualité américaine. Je suis là, ici, en tant qu'observatrice du marché. Je vais notamment vous parler d'auction.com, qui est le leader des enchères en ligne aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, les enchères en ligne ont connu un succès assez rapide dans les années 2000. Le pionnier est en fait Reality Bid, créé en 2001, et Auction a été créé en 2007. Quelle belle opportunité avec la crise des subprimes, énormément de maisons sinistrées, c'est triste, mais en fait, je les ai interviewés il y a quelques années de ça et j'ai beaucoup recherché sur eux. Aux États-Unis, contrairement à ce qu'on évoque là, les enchères, j'ai le sentiment, se cantonnent à ce qu'on appelle les biens sinistrés, les fameuses foreclosures ou les saisies de banque. On est dans une situation d'urgence, le vendeur a besoin de vendre rapidement. Il faut avoir en tête que c'est une réalité américaine. Vous pouvez très vite être en faillite personnelle, vous perdez un job, vous avez un cancer, vous avez des tels frais de santé que souvent il vous faut vendre rapidement une maison pour pouvoir vous en sortir. Donc c'est la triste réalité des Américains. Il y a plusieurs centaines de milliers de maisons dans cette situation et en fait auction.com a surfé un peu sur ce volume-là. Aujourd'hui, il revendique 329 000 transactions réalisées pour un montant de 39 milliards de dollars. Et le calcul que je fais pour vous rapidement, on est quand même sur un bien moyen à 120 000 dollars. Donc déjà, on se rend bien compte qu'on n'est pas sur un marché généraliste qui s'adresse à tout le monde. On est bien dans la situation du bien pas cher. Et c'est vraiment l'image qu'ont les enchères en ligne aux États-Unis, c'est la bonne affaire. Elles vont attirer d'un côté les vendeurs qui cherchent la rapidité et une certaine garantie de vente, parce que quelque part, en allant aux enchères, on sait que l'acheteur qui vient en face a montré la preuve il s'est inscrit, il a même payé pour s'inscrire, il a parfois dû prouver qu'il avait le financement. Donc pour le vendeur, c'est la sécurité d'aller vendre rapidement, il a besoin de cet argent. Et côté acheteur, c'est clairement l'attirance du gain, et ce sont énormément des investisseurs qui participent à ces enchères. Alors ça fonctionne, mais ça fonctionne sur une typologie de marché précise. Et j'ajouterais, donc il y a quelques années, j'avais rencontré le porte-parole d'auction.com. Il venait en plus, je pense, quelques mois plus tôt de lever 50 millions de dollars auprès de Google. Je pense que toute la profession s'est dit Google investit dans un portail et il m'a dit texto, dans quelques années, acheteurs et vendeurs pourront faire leurs transactions en ligne sans agent immobilier. Je pense que 4 ans après, on en est loin, c'est pas ça. Et alors qu'en 2014, il y avait quelques centaines de biens dits réguliers, c'est-à-dire je veux vendre ma maison aux enchères à un acheteur, quelques centaines il y a 4 ans. Aujourd'hui, quand vous allez sur le site, elles n'y sont plus, ces maisons-là. On a vraiment le choix entre ce qu'on appelle foreclosure, short sales, bank owned, donc que des situations d'urgence, d'extrême, je ne sais pas quel est l'équivalent français, comme on appelle ça, mais des biens sinistrés, on appelle ça aux États-Unis. Donc je pense que leur challenge, c'était comment développer les enchères en ligne pour que tout le monde puisse y participer et vendre et acheter en ligne. 4 ans après, ils n'ont pas forcément réussi ça. D'accord, merci pour ce témoignage effectivement sur le type de marché qui s'est développé effectivement aux États-Unis. Alors, il y a le contexte de la crise des subprimes, évidemment, mais ce qui est étonnant, c'est que sur le marché de l'art, c'est pas du tout ce qu'on voit. C'est qu'au contraire, sur le marché aux enchères, c'est surtout les biens de grande valeur, et donc ces gens-là se retrouvent là justement pour moins la bonne affaire qu'un mécanisme de création de valeur. Oui. J'apporte juste un
un bémol à mes propres propos, on ne parle pas beaucoup de l'immobilier commercial. Auction.com, c'est aussi 10X, qui est là et spécialisé dans l'immobilier commercial. Et pour le coup, je crois cet été, ils ont réalisé un record d'enchères avec la vente de 96 millions de dollars. 96 millions de dollars pour des tours dans une ville en Californie. Eux, ils revendiquent 20 milliards de ventes en 6 000 et quelques transactions. Donc là, on n'est plus dans le bien sinistré, on est vraiment dans la spécialisation. Donc les enchères pour le commercial marchent sur... D'accord, donc effectivement, il y aura une spécialisation plutôt haut de gamme dans le tertiaire ou dans le bureau de commerce, et puis plutôt bas de gamme ou sinistré dans le résidentiel. Résidentiel, oui, effectivement. Frédéric Violo, vous, est-ce que vous avez une vision un petit peu des typologies de biens qui se vendent le plus aux enchères? Est-ce qu'il y a, il y a un bien typique, ou est-ce que en fait c'est toute forme de bien? On a souvent cette impression, et on entend souvent nos clients nous dire que, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un mode de commercialisation qui est relativement atypique, mal maîtrisé, mal connu du grand public, ça doit forcément concerner des biens qui eux-mêmes le sont. Et en réalité, quand on regarde ça de plus près, on se rend compte que 80% des biens qui sont vendus par le système IMO interactif sont des biens d'habitation, maisons, appartements, qui n'offrent pas de spécificité particulière. Donc cette idée un peu préconçue que c'est un système atypique pour des biens atypiques doit être combattue, parce que la réalité de ce marché-là, elle est complètement différente. Ça peut effectivement s'avérer intéressant, parce que ça va être un moyen de faire connaître un bien particulier sur quelque chose de plus large. Voilà. Un bien très atypique, on va ouvrir le marché, on va l'accélérer, et du coup on va maximiser la probabilité de vente à un prix le plus élevé. C'est ça, mais ça ne représentera pour autant que 20% des transactions qu'on va réaliser dans le cadre de ce dispositif. Donc bien atypique, pas forcément. Acquéreur atypique, peut-être. Vendeur atypique, certainement. C'est-à-dire que vous avez parlé de cette espèce de frénésie ou cet intérêt pour la bonne affaire qui plane toujours un peu autour de l'idée d'une enchère. Ça, ce sont des choses qu'on entend également chez nos acquéreurs potentiels. Ce sont des choses qu'on entendait aussi sur des adjudications classiques. Donc on a cette typologie d'acquéreur qui est un peu intéressé par ça. Côté vendeur également, on va avoir une catégorie de vendeurs qui va être intéressé par ce côté cadré, sécurisé, externalisé, puisqu'en fait le processus de vente est complètement sous-traité par la négociation de l'étude, en l'occurrence, qui est en charge du procédé IMO interactif. Et donc ça va permettre, notamment à des institutionnels, c'est à eux que je pense, d'avoir un système qui fonctionne, dans lequel ils n'interviennent pas directement, et qui va quand même leur permettre d'obtenir la meilleure proposition. Donc ça a parlé à pas mal d'institutionnels. Nous, à titre personnel à l'étude, l'IMO interactif existe depuis 2009. Ça fait 10 ans qu'on pratique ça. On a quand même un certain recul sur ce sujet. Et on a commencé dès 2009 avec justement cette clientèle particulière qui nous a dit « Tiens, c'est intéressant, votre truc, ça marche comment ?» Et une fois qu'ils ont compris le mécanisme qui est un peu particulier, ils y ont adhéré parce que, pour toutes les raisons que j'ai dites. Voilà. Ça veut dire qu'il faut en face quand même des acheteurs. Donc il faut aussi que les acheteurs soient sensibilisés. On y reviendra tout à l'heure éventuellement pour comment est-ce qu'on peut diffuser la bonne parole entre guillemets auprès des acheteurs. Mais si on n'a que des vendeurs qui trouvent l'intérêt et en face des acheteurs qui ne maîtrisent pas l'enjeu, comprennent pas, ne serait-ce que où on peut trouver l'information, c'est pas forcément évident. Cyril Cabaret, quelle expérience vous avez eue, vous, de cette typologie? Effectivement, vous ne pensez pas qu'il y a des biens typiques, mais il y a des acheteurs typiques? Vous êtes effectivement dans cette même analyse? Oui, l'analyse est la même. Je ne sais pas si on regarde aujourd'hui, par exemple, sur le site 36 heures IMO, sur les quelques dizaines de biens qui sont en vente actuellement, là, on va avoir des biens à 60 000 euros et un appartement parisien à près de 2 millions. Donc, je crois que ça peut vraiment s'appliquer. Ce que vous décriviez sur ce qui se passe aux États-Unis ne me semble pas vrai, sur ce que nous on vit en tout cas. Non, ce que j'indiquais tout à l'heure plutôt, c'est plutôt le choix de dire je vais vers une vente aux enchères ou pas. C'est effectivement quand on a une situation qui le justifie, c'est-à-dire effectivement zone attractive, je suis très pressé, ou j'ai un besoin de transparence, parce que l'avantage des offres en ligne, c'est que ça permet une transparence des offres aussi, donc ça peut être un souhait. Ou simplement j'ai un prix, je vends très vite, je fais un prix très attractif, donc je le vends aux enchères, tout en cherchant à maximiser mon prix. Voilà. Donc ça c'est ce qui va guider un peu le choix d'aller vers ça. Je suis assez d'accord avec l'idée que c'est un outil parmi d'autres, c'est pas une baguette magique, d'ailleurs, ça c'est évident. C'est un outil parmi d'autres et ça permet effectivement parfois pour un vendeur qui se dit mon bien vaut... Alors, parce que dans le processus, effectivement,
on va définir éventuellement un prix de réserve avec le vendeur, donc peut-être ce prix de réserve est assez élevé, et puis on va partir d'une première offre possible qui est plus ou moins basse. Et alors là, en fonction, soit on se fait nous une idée de la valeur de ce bien qui est assez radicalement différente, et donc on va partir d'un prix de première offre possible vraiment plus en dessous, et puis là on va attendre que les offres se fassent, et quand les offres se font, soit elles montent pas, et puis si elles montent pas, on va pouvoir dire effectivement à ce vendeur, vous voyez, à l'instant T en tout cas, aujourd'hui votre bien à 510 000 par exemple, si on prend cet exemple, et qu'on est parti d'une première offre possible à peut-être, je sais pas, 400 000 ou 420 000, on monte à 450, pas plus. Donc ça fait réfléchir également le vendeur, et c'est éventuellement un moyen de discussion ensuite avec le vendeur pour soit le convaincre de dire acceptez cette meilleure offre parce que c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux, soit vous attendez, mais rien ne garantit que demain vous pourrez vendre dans de meilleures conditions. Ou alors il ne faut pas être pressé, vous pouvez attendre et peut-être le marché va reprendre et dans 2 ans, dans 3 ans, vous vendrez ce bien dans des conditions différentes. D'accord. Donc c'est vraiment l'orientation entre guillemets consommateur plus que l'orientation produit qui va inviter à l'utilisation. C'est ça, c'est un outil d'aide aussi à convaincre le vendeur qui effectivement généralement se fait une idée un peu élevée de la valeur de son bien. Donc c'est un outil de négociation parce qu'il faut savoir qu'effectivement à l'issue d'une vente interactive, le vendeur n'est pas obligé de vendre et très généralement, alors je ne sais pas si le chiffre chez nous est tout à fait de 30%, mais dans un nombre de cas non négligeable, il y a ensuite une négociation qui peut se faire, c'est-à-dire que si la dernière offre qui a été formulée ne correspond pas au prix des réserves du vendeur, il peut malgré tout y avoir une discussion ensuite entre le vendeur et l'acheteur pour dire écoutez, à ce prix-là, le vendeur n'est pas vendeur, mais avec un petit effort, chacun fait un pas l'un vers l'autre et on finit finalement dans le cadre d'une transaction classique. Donc finalement, la vente aux enchères dans ces cas-là est plus un outil parmi d'autres pour un négociateur pour permettre de vendre un bien. Michel Lebras, est-ce que c'est effectivement un outil qui est tout à fait révolutionnaire, pertinent, convaincant et est-ce que vous avez les mêmes analyses que précédemment sur la typologie des biens, propriété privée, je crois, à une grande variété aussi de biens. Vous n'avez pas non plus noté de direction vers lesquelles vous diriez à vos clients, essayez d'abord de commencer par les ventes aux enchères et après, parce que là c'est un mécanisme, c'est soit avec un emplacement géographique qui est pertinent, soit une typologie de biens qui est pertinente, un château, je ne sais pas, n'importe quoi, mais et vous êtes plus dans l'outil de négociation et de conviction avec vos clients. Oui, exactement. Alors, après, quand même, combiner bien atypique et type de vente atypique, et mode de vente atypique, c'est quand même compliqué, parce que ça fait, le sujet, c'est la réassurance de l'acquéreur. Et ce qui est un vrai sujet, c'est-à-dire que nous, on avait beaucoup travaillé le discours sur les vendeurs. Faites-nous confiance, on va trouver une solution, une nouvelle solution, voilà. Ça, on l'a beaucoup travaillé. Et puis, j'avais pas vu venir le truc, c'est qu'effectivement, c'est les acquéreurs. Les acquéreurs, eux, ils doivent s'engager. Ils n'ont pas nécessairement en tête qu'ils sont dans le cadre de la loi Hoguet, parce qu'on a fait en fait, c'est un accélérateur dans le cadre de la loi Hoguet qui encadre la vente. Et donc, en fait, il y a un problème de réassurance. Donc, si en plus on vend un bien atypique dans un système atypique de vente, ça devient compliqué. Il y a 2 schémas de vente. En fait, on a identifié deux types de vente. C'est le bien en zone ultra concentrée, type parisien. Vous avez le studio parisien. Vous le mettez aux enchères. Là, il va partir. Peu de publications. Il part en 15 jours. Il est vendu à un prix assez élevé. Et l'autre, c'est les fonds de portefeuille, c'est-à-dire les biens, comme il y en a chez tous les négociateurs dans toutes les zones de France, c'est-à-dire des biens qui sont en portefeuille depuis très longtemps. Généralement, c'est plus facile de le faire sur des biens des concurrents. Et là, on arrive avec une solution pour apporter une solution. Et effectivement, introduire ce déclencheur psychologique qui va faire changer le vendeur sur le prix du bien. Mais effectivement, j'avais pas vu venir effectivement que les acquéreurs ont besoin d'être rassurés sur le fait notamment aussi que les enchères sont bien justement organisées et qu'il n'y a pas de déviance à l'intérieur de ces enchères et un risque pour eux effectivement d'avoir à surenchérir sur de fausses offres très concrètement. Voilà, donc on a travaillé là-dessus, notamment avec effectivement ce qui tout ce qu'on a entendu sur le marché de l'art, avec la création de l'art financier, financial art, avec des gens qui sont en fait des professionnels qui font monter les enchères pour attendre que le gogo final achète. Et effectivement, c'est entaché. La réputation des enchères est aussi là, donc j'entends la réassurance nécessaire. Exactement, et c'est là où je suis moins. Au début, j'ai vraiment tenu à ce qu'on garde le terme enchère, et finalement, le terme enchère est assez difficile à porter pour la raison américaine qui donne l'impression que le bien est bradé. Et l'autre point, c'est ce point-là, effectivement, où effectivement, c'est pas un élément de réassurance, mais c'est plutôt un élément d'inquiétude pour les clients. Donc là, on est en train de travailler là-dessus pour justement développer des arguments sur les acquéreurs pour les réassurer. Justement. Pardon. Je voudrais faire un petit commentaire rapide là-dessus. On peut s'interroger sur l'avenir avec la blockchain.
C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Mais on viendra dans les perspectives tout petit peu après, effectivement, ça peut y répondre. Mais par rapport à ça, ça pose la question du prix au final. Est-ce que, par rapport au mode de vente classique, le mode de vente aux enchères, est-ce qu'au final, vous avez des retours d'expérience qui vous permettent de dire, pour rassurer ces acheteurs, vous allez acheter moins cher, ou pour rassurer les vendeurs, vous allez vendre plus cher que les modes de transaction standard. On a des statistiques, en fait, en moyenne, on vend 17% à un prix inférieur au prix souhaité par le vendeur initialement. Voilà, donc ça c'est quoi le prix souhaité? C'est en fait le prix l'estimation. souhaité, C'est le prix de référence. C'est un mixte entre ce que la personne voulait de ce bien depuis généralement depuis 2 ans, et puis l'estimation du professionnel. Donc c'est une cote mal taillée entre tout ça, et donc on voit bien qu'effectivement ça fait baisser le prix du bien, ça le repositionne à son vrai prix. Et moi ce que j'aime bien, enfin je vais vous dire, commercialement ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est une confrontation de l'offre et de la demande. Et donc vous pouvez retourner vers votre vendeur en lui disant peut-être que c'est pas le prix que vous vouliez, peut-être, mais j'ai des offres, elles sont concrètes, j'ai quelque chose à vous proposer, je vous apporte une solution. Et là, on peut travailler commercialement, on peut continuer à bosser. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'apporter une solution. C'est effectivement, pour apporter des estimations de valeur dans les biens, on a aujourd'hui tous les modèles d'estimation sur Internet, les algorithmes avec les méthodes édotiques qui commencent à donner des valeurs. Mais effectivement, là, vous êtes directement dans le concret, vous faites un premier test avec des acheteurs et des vendeurs, voilà ce qui sort, et vous avez la sensibilité réelle de ce marché gré à gré à ce moment-là qui vous permet d'avoir ce retour. Alexandre, est-ce que effectivement, on vend toujours moins cher par rapport au prix d'estimation, au prix souhaité quand on est aux enchères, y compris parce que tout à l'heure vous mentionnez un exemple où c'était un peu l'inverse. Les retours d'expérience sur les prix, c'est quoi? Pour le coup, j'ai un autre exemple. On a eu un client qui a fait une vente dégressive, vente au cadran, sur un triplex à Parc Monceau avec un prix départ à 1,9 million. Il a été vendu à 1,4 million. Et on avait 160 mètres carrés, si je crois, donc ce n'est pas excessivement cher par rapport à la typologie de ce bien-là. Et les acheteurs étaient ravis. Le vendeur, lui, dans tous les cas, voulait absolument vendre. Donc oui, il y a l'occasion aussi de faire de bonnes affaires, d'avoir des opportunités. Moi, je pense que c'est de l'ordre de 50-50 là-dessus. On peut tant faire de bonnes affaires que de payer trop cher. C'est la loi du marché, dans tous les cas. Et c'est vrai que c'est difficile de faire une expérimentation avec une voie standard par agent immobilier normaux et puis une voie par enchère. Mais l'estimation des prix, on aurait tendance à dire que c'est un petit peu... le vendeur va gagner un peu plus d'argent s'il passe par les enchères. Mais je peux me tromper? Il peut, mais après, ça peut aussi être dans le cadre du fait que le bien est à vendre depuis X mois, voire X années. Et certains vendeurs se voient... devant le fait accompli que le marché est parlé, dire écoutez, nous on a eu tant d'offres, on a eu une offre à peut-être 15%, 17% ou moins 20% par rapport au prix que vous souhaitiez, mais cependant vous n'aurez pas plus, étant donné que ça fait déjà un certain nombre de temps que votre bien est à la vente. Et après on peut même parler de biens brûlés qui pour le coup ne trouveront peut-être jamais d'acquéreurs et qui seront totalement ruinés du marché. Et il faudra le remettre dans 5 ou 10 ans à la vente afin qu'ils reprennent d'une certaine manière de la valeur. Et on a eu des expériences en progressif ou en dégressif où les biens étaient à la vente depuis plusieurs mois. Nous, ce qu'on a toujours conseillé à nos clients vis-à-vis de leurs propres clients vendeurs, c'est de faire un table rase de tout ce qui s'est passé sur les derniers mois par rapport aux biens, de reprendre des nouvelles photos, de faire de la visite virtuelle. C'est vraiment développer le marketing. Et au-delà en fait de l'enchère, nous on fait pas de miracle. C'est clairement ce que je dis. Le miracle, ça n'existe pas. Et c'est pas les enchères qui vont aller déclencher des offres. C'est tout simplement l'environnement que vous allez créer autour de l'enchère qui va faire que le bien va avoir de la visibilité, obtenir des demandes d'information et générer des participants à l'enchère. Derrière, c'est la confiance qui va se créer là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que professionnels, étant donné qu'ils récupèrent l'exclusivité sur le mandat, ils peuvent s'investir concrètement de manière marketing et web marketing dans la vente du bien. Je pense toujours que les 30% à la hausse et à la baisse, c'est largement atteignable. Moi, je me dis toujours que tout se vend, mais ça dépend bien entendu du prix, et que le marché va tendre à aller de plus en plus vers cette typologie, cette méthodologie de vente, parce que derrière, il y a aussi cette réactivité
qui est là. Il y a la transparence, comme on l'a très bien évoqué aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, on avait fait une réunion aussi, une table ronde autour des enchères, et ce qui était mentionné, c'était en termes de typologie de biens, oui, c'est moi je l'utilise pour les queues de programme sur les programmes neufs, par exemple. En gros, c'était une des solutions pour ce que je n'arrivais pas à vendre. Donc les biens un peu perdus dans la campagne que je n'arrive pas à vendre. Voilà, c'est des méthodes d'accélération pour des produits qui sont restés pendant un moment trop long moment sur le marché. Et là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, non, c'est comme n'importe quel autre bien, il faut le marketer, il faut le homestager, il faut le travailler d'un point de vue marketing, parce qu'en fait, n'importe quel type de produit doit se vendre aux enchères. Excusez-moi, vous parlez de la queue de programme et de la solution de l'enchère comme étant une solution de dernière chance, mais on peut aussi prendre le problème complètement à l'envers et imaginer que le dernier étage soit commercialisé de la même manière. C'est le côté luxueux. Voilà, donc c'est pas que une solution révélatrice ultime de la valeur du bien. C'est en cela qu'il n'y a pas vraiment de typologie particulière. Mais on était parti il y a quelques années avec cette idée que c'était plutôt la vision foreclosure américaine de biens qu'on n'arrive pas à vendre ou qu'on est pressé de s'en débarrasser. Et là, on est sur autre chose. Un commentaire sur les États-Unis, une vente aux enchères en présence, par exemple dans un hôtel ou sur le lieu de l'enchère, l'agent immobilier ne peut pas toucher de commission, alors que les enchères en ligne autorisent l'agent immobilier à toucher une commission. Et quand vous allez sur les sites d'enchères, partout de tout ce qui est conseil au vendeur ou à l'acheteur, clairement ils disent faites-vous accompagner d'un agent immobilier, parce qu'il est vrai qu'il y a tout un travail derrière la bonne affaire et l'idée qu'on va pouvoir acheter un bien à un prix vraiment réduit. Il y a tout un travail de recherche à faire, il y a toute la paperasse en amont, que ce soit acheteur ou vendeur. Et là, on peut imaginer que l'agent immobilier joue son rôle d'expert en chair et de savoir accompagner un client, même un client régulier, vers ça. Même si, a priori, ils n'ont pas encore vraiment réussi. Donc, pas les agents, hein, mais les sites d'enchères en ligne. Juste un dernier commentaire pour continuer sur l'international. Il y a une étude qui a été faite par la Royal Bank of Sweden, où en gros, à Stockholm, aux alentours de 50% des biens se vendaient aux enchères, à la hausse. Dans les pays scandinaves, c'est vraiment devenu une méthodologie de vente. Ceux qui ont inventé le homestaging derrière inventent la technique de commercialisation qui va bien. Tout à fait. Et fini. Et du coup, ce que je souhaitais dire là-dessus, c'est que c'est devenu vraiment en fait une méthode totalement classique de vente. Ils font ça directement par SMS, ils sont au travail. Ils voient que l'enchère a débuté, ils reçoivent une alerte. Très bien, je suis enchéri de temps. Et ça se fait directement. C'est quand même une maison, donc on sait le faire entre la poire et le fromage. Oui, non, mais on est d'accord. Après, c'est vrai qu'ils ont une vision, je pense, et une conceptualisation vraiment de cette méthode totalement différente de la nôtre. Mais ça a forcément fait augmenter les prix de l'immobilier, mais par contre, ça a réduit par 3 le délai de transaction. Oui, ça c'est effectivement un point. On trouve le prix plus juste, le prix de marché, hein, si tant est qu'il existe. On réduit les délais de commercialisation de transactions. Donc il y a un certain nombre d'effets positifs. Je suis désolé, il reste 2 minutes pour passer en revue éventuellement des éléments de perspective sur qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se développe, ça se diffuse, puisqu'on a mentionné tous les éléments positifs que pouvait avoir cette méthode de vente. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ça investisse l'ensemble du marché français ? Peut-être Isabelle, avec cette idée de blockchain, je ne sais pas, c'est des choses... Je vais pas répondre à la question qu'est-ce qui manque pour que ça investisse le marché français. 2 éléments de perspective pour le marché américain, et là c'est une analyse personnelle, je dirais. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a de nombreux intervenants, il peut y avoir de la défiance. On peut s'interroger comment la blockchain demain, qui est censée apporter transparence et sécurité de ce type d'échange, pourrait éventuellement aider justement à démocratiser les enchères. Et très souvent, toutes les startups aujourd'hui immobilières qui vont dans la blockchain vont avec cette idée de marketplace et d'enchères. Ça peut être sur le marché de la location, surenchérir sur une offre de loyer, etc. Donc la blockchain. Ça se passe à San Francisco. Ouais. Ouais. Donc la blockchain peut être un élément de perspective. L'autre que j'ai en tête, et on ne va pas développer ça parce que c'est l'objet d'une autre table ronde demain, mais vous n'êtes pas sans savoir que les e-buyers font beaucoup parler d'eux aux États-Unis, font beaucoup réagir. Depuis quelques années, aujourd'hui, un vendeur a plusieurs choix. Il peut vendre dans le circuit que j'appellerais classique, il peut aller aux enchères, mais aujourd'hui, c'est une vraie réalité, ça explose. Zillow a son offre de e-buyer, des gros réseaux comme Realogy viennent de l'annoncer, Keller Williams l'annonce, donc même des réseaux
traditionnels ont leur programme de e-buyer qui consiste à faire une offre immédiate en 48 heures, une offre d'achat. Et ces offres d'achat, on n'est pas dans du moins 50%, on est dans une offre marché. L'expérience depuis sur Open Door ou Zillow est que l'appréciation qui se fait un mois plus tard, elle est de l'ordre de 5 à 8%. Donc finalement, au départ, ils ont acheté un bien à un prix attractif pour le vendeur. Et donc moi, pour les États-Unis en tout cas, plus ces offres-là vont avoir du succès et vont se multiplier, plus le choix donné au vendeur qui veut vendre vite existera. Si je veux vendre vite, je peux tenter le e-buyer, je peux tenter les enchères. Mon sentiment, c'est que pour les États-Unis, ça pourrait cantonner les enchères du coup à ce marché des saisies sur biens et des foreclosures. Parce que honnêtement, si je dois vendre vite, je vais essayer autre chose avant de passer par les enchères. Merci. Frédéric Violo, votre analyse sur les perspectives en France. Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer, qui va se réinventer, qui va se transformer ? Alors, ça fait 10 ans donc, le notariat a mis en place ces systèmes-là. On a été copié une vingtaine de fois. Je pense qu'il y a un peu moins de monde aujourd'hui sur ce marché. Vous parliez de sécurité, de transparence. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on est assez identifié. Donc, on a un savoir-faire. Maintenant, il faut le faire savoir. Donc, c'est à nous de faire l'effort pour que ces dispositifs-là se généralisent et soient compris par les vendeurs comme par les acquéreurs comme étant des moyens de trouver la valeur du marché, tout simplement. Et Cyril Cabaret, vous avez réfléchi justement à ces moyens pour faire savoir ce savoir-faire ? Il faut communiquer mieux, sans doute. Alors, on est très loin des 50% qu'on peut observer en Suède, mais donc ça passe par alors déjà des sites. Alors, on vient de sortir un site internet qui est un peu revisité, qui met mieux en valeur les biens, qui permet de mieux répondre à la fois au vendeur en mettant mieux son bien en valeur, faciliter l'expérience utilisateur pour l'acquéreur, le rassurer, parce qu'effectivement, il y a toujours cette question de l'enchère avec l'image derrière un peu peut-être, c'est peut-être un peu lourd, un peu administratif. Voilà, est-ce que je vais me lancer dans une enchère ? Donc, rassurer côté acquéreur aussi, et puis également faciliter la vie du négociateur, parce que effectivement, quand on a un bien qui va se vendre à Paris en une demi-journée, on n'a pas la tentation de se dire je vais faire une enchère, même si pour le vendeur, ce serait peut-être la meilleure chose à faire, de vraiment confronter l'offre et la demande pour essayer d'aller tirer le prix le plus élevé. Alors que parfois, par facilité, on sait qu'en 2 heures et 2 coups de fil, le bien il est vendu, on va le faire. Donc il faut aussi faciliter la vie du négociateur avec des outils qui permettent de mieux gérer les acquéreurs, les relances des visites, permettent de faciliter en fait tout ce qui est on va dire, le back-office de la gestion d'une vente aux enchères. Ça va aussi faciliter son développement. Parce qu'ils sont prescripteurs, en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui les vendeurs vont pas vers ce type de solution, c'est parce qu'ils ne sont pas proposés, tout simplement. Si on ne vous propose pas, vous faites confiance à votre agent et puis vous dites je vais faire comme d'habitude. Donc il faut déclencher chez le vendeur, chez le prescripteur et chez l'acheteur. Michel Lebras, comment est-ce que vous allez vous communiquer sur ces acheteurs pour essayer de les inviter à réfléchir à ces solutions-là, à aller vers des solutions d'achat ? Pour nous, clairement, l'enjeu, c'est d'adapter l'enchère à la culture française. C'est tout ce qu'on vient d'évoquer, quoi. C'est-à-dire, c'est très loin de la mentalité des Français. Le rapport à l'argent et le rapport à la propriété principale, notamment le locatif, c'est autre chose, mais sur la propriété principale, il est tel que le jeu de l'enchère n'est pas naturellement adapté à ce type de transaction. Donc il faut le travailler, on est en train de travailler dessus, sur les discours commerciaux, sur l'adaptation, sur la finesse commerciale. Voilà, c'est là-dessus, c'est vraiment à l'adapter à notre culture française et à notre approche de l'argent dans notre société. Merci. Et donc finalement, le mot de la fin pour Alexandre, comment est-ce que vous voyez les perspectives sur les 5 à 10 ans des ventes aux enchères ? Alors, déjà, je suis d'accord avec tout ce qu'on vient de dire pour l'évangélisation, la pédagogie, la visibilité, donner encore plus. D'ici 5 à 10 ans, je pense que oui, les enchères ont pris vraiment une part prédominante, en tout cas en France. Et avec Cadran et EP, on y travaille fortement. On a... en toute modestie, cette vocation à devenir un petit peu comme le Google de l'immobilier, l'intérêt de travailler aussi avec la data et de faciliter concrètement la vie des négociateurs en leur apportant de l'automatisation de tâches et surtout des critères. Dès qu'ils vont rentrer un bien, on va pouvoir leur définir s'il a telle ou telle appétence pour tel ou tel type d'enchère avec tel ou tel prix de départ, tel palier pour faciliter derrière aussi la mise en place de l'enchère en elle-même. D'accord, merci. Donc on voit des éléments techniques, des éléments culturels, des éléments humains. Donc tous ces enjeux-là qui vont faire en sorte que les enchères vont être une des solutions marketing utilisées pour l'avenir. Merci beaucoup d'être venu à cette table ronde. Merci. Merci à vous d'être présents.